Au début du XVIe siècle, les grandes puissances maritimes que sont l'Espagne et le Portugal se partagent le Nouveau Monde, afin de prévenir de futurs conflits lors de l'exploitation des territoires étrangers. Le pape Alexandre VI réserve à l'Espagne le droit de s'approprier les richesses situées à l'ouest de l'archipel des Açores, tandis que celles situées à l'est, en Afrique et en Asie, reviendront au Portugal. Une âpre querelle divise encore les deux royaumes au sujet des Moluques, les îles aux épices. Les Espagnols ne peuvent pas y accéder car la seule route connue pour rejoindre ces îles traverse l'océan Indien, contrôlé par les Portugais. C'est l'époque des grandes découvertes. Depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique pour le compte de la Castille et que Vasco de Gama a ouvert la route des Indes pour le Portugal, une lutte sans merci a lieu entre ces deux superpuissances navales occidentales. À partir de là, des biens comme les épices acquièrent une valeur stratégique inestimable. Celui qui contrôlera la route des îles aux épices sera le maître du monde. Valladolid, résidence des rois de Castille. Charles Quint, monté sur le trône d'Espagne en 1516, entend désormais consolider son pouvoir. Il a des visées sur les richesses des territoires du Nouveau Monde et se livre à une course effrénée avec le Portugal, dont l'enjeu est la domination des sept mers. L'évêque Juan de Fonseca, conseiller de Charles Quint, est au fait de toutes les questions sensibles concernant le royaume. Majesté, vous devriez au moins le rencontrer. Un capitaine portugais, dites-vous. En quoi va-t-il servir l'Espagne? Les Portugais ont refusé de lui prêter oreille. Et alors? Est-ce pour nous une raison suffisante? Oui, votre Majesté, parce que l'enjeu est immense. Il aurait fait une grande découverte qui pourrait tout à fait ruiner le monopole commercial des Portugais. Si c'est vrai, ses compatriotes le verront comme un traître. Au début du XVIe siècle, Séville est la ville portuaire par excellence. C'est de là que les navigateurs espagnols partent à la conquête du monde. Pendant 2 siècles, le port fluvial de Séville, qui s'étend juste en dessous de la Tour de l'Or, va devenir le centre du monde. Ce sera le point de départ et d'arrivée 2 fois par an des navires de la flotte des Indes. Probablement le plus grand monopole commercial de l'histoire. Où puis-je trouver le sieur Magellan? Lorsque les bailleurs de fonds apprennent que Magellan a l'intention d'engager comme marin des compatriotes portugais, ils entendent bien l'en empêcher. Ils n'ont rien en revanche contre un jeune aristocrate italien nommé Antonio Pigafetta. Vous n'avez pas l'air d'un navigateur? Êtes-vous soldat? Canonnier? Menuisier? Non. Que voulez-vous alors? Je veux voir des contrées lointaines. Nous partons pour un voyage de 2 ans, à l'issue très incertaine. Je parle plusieurs langues et j'écris très bien. Il vous faut quelqu'un pour consigner tout ce périple afin que ceux qui restent à terre puissent en connaître les moindres détails. Antonio Pigafetta sera le chroniqueur de ce premier voyage autour du monde. Son journal de bord est un document précieux. Le 10 août 1519, une flotte composée de 5 caraques quitte le port de Séville. Le rêve de Fernand de Magellan se réalise. Désormais chef de l'expédition, il entame avec ses hommes un voyage vers l'inconnu. Après 2 mois de traversée, la flotte atteint l'Amérique du Sud. Magellan décide de longer la côte vers le sud, en quête d'un passage vers l'ouest. Chaque baie est susceptible de marquer l'entrée de la voie navigable tant recherchée. Mais face aux tempêtes de l'hiver austral, la progression des navires est de plus en plus difficile. C'est alors que l'inespéré se produit. Les navigateurs découvrent un nouvel estuaire abrité des vents, qu'ils nomment Puerto San Julián. Cette baie paisible leur offre un abri salutaire. Ils peuvent s'y ravitailler en eau douce et la pêche y est facile. Magellan donne l'ordre aux navires d'affaler les voiles. Ils sont maintenant en route depuis 9 mois. Les marins découvrent des animaux étonnants, comme les pingouins et les lions de mer. Fin août 1520, après 5 mois d'escale, la flotte quitte la baie de San Julián.
L'hiver austral terminé, Magellan peut repartir en quête du fameux passage vers l'ouest. Lorsqu'il aperçoit une baie marquant l'entrée d'un détroit, il reprend espoir et envoie 2 de ses navires en reconnaissance. Les 2 navires reviennent porteurs d'une bonne nouvelle. La voie navigable semble continuer vers l'ouest. Cette route maritime, ouverte grâce à la ténacité de l'illustre navigateur, sera baptisée en son honneur le détroit de Magellan. Ce dernier a réussi son pari, prouver qu'il existait bel et bien un passage entre l'Atlantique et le Nouvel Océan. Une route qui permettrait d'accéder aux richesses de l'Asie. Il devait être aux anges. Mais quelques jours plus tard, il a appris que le navire qui transportait toutes les provisions avait disparu. Il est alors retombé du paradis en enfer. Le navire en question a tout bonnement déserté. Il a rebroussé chemin pour regagner l'Espagne. Magellan ne cède pas au désespoir pour autant. Il est persuadé que les îles aux épices ne sont plus très loin. Cependant, il ignore que devant lui s'étend le plus vaste océan de la planète. Il le qualifiera d'ailleurs de Pacifique, en raison de la tranquillité de ses eaux, à peine ridées par une douce brise. Les 3 navires restants entament alors une longue et pénible traversée. Les jours se succèdent. Tels des cimetières flottants, les navires sont à la dérive. Les vivres sont épuisés, l'eau est croupissante. Les marins perdent leurs dents, leurs membres se gangrènent. Le scorbut, fléau des navigateurs, emporte un homme après l'autre. Au cours de la traversée du Pacifique, un marin sur 10 trouvera la mort, avec l'océan pour dernière demeure. Au bout de 3 mois et 20 jours d'une traversée éprouvante, la terre apparaît soudain à l'horizon, telle une planche de salut inespérée. Voilà 1 an et demi que la flotte a quitté Séville. Les marins font escale dans les premières îles qu'ils atteignent pour se ravitailler en vivres et en eau douce avant de poursuivre l'expédition. Magellan découvre ensuite un archipel qu'on nommera plus tard les Philippines. Magellan a emmené avec lui Enrique, son fidèle serviteur. Originaire de Sumatra, non loin des Moluques, il doit servir d'interprète dans les îles aux épices. Il est loin d'imaginer ce qui va se passer aux Philippines. Merveilleux. Lorsqu'il va vers les insulaires, il se produit quelque chose d'inattendu. Hop hop Tilaou. Tidaba. Ramallah. En fait, je comprends ce qu'ils disent. Ah bon? Tu en es sûr? Je ne comprends pas tout, mais il y a des mots qui sont les mêmes. Et sais-tu ce que cela signifie? Oui, maître. Cela signifie que nous approchons de chez Et moi. de notre but, Enrique! En Europe, personne ne soupçonne l'existence des Philippines, l'archipel découvert par Magellan près des Moluques. Il en prend possession au nom de Charles Quint et en son nom propre. En effet, avant le départ de la flotte, le roi lui a octroyé un pourcentage de tous les gains qui découleraient de l'exploitation des nouvelles colonies. Magellan est très croyant. Le jour de Pâques de l'an 1521, il célèbre la première messe sur la plage de Limasawa. L'histoire ne dit pas si les insulaires y ont assisté de leur plein gré ou si le capitaine les y a contraints. Les monarques espagnols et portugais considèrent la conquête du monde comme une mission divine. L'évangélisation est censée montrer aux autochtones que les rapports de force sont une émanation de l'autorité divine et qu'ils doivent se soumettre au souverain de droit divin. Ceux qui n'adoptent pas la foi véritable sont mis à l'index. Magellan reprend la mer pour sillonner l'archipel. Il veut annexer autant d'îles que possible dans l'espoir d'obtenir richesse et pouvoir pour le roi d'Espagne et pour lui-même. Pour mener à bien cette mission, il est piloté par les insulaires, car la navigation sur les eaux de l'archipel est dangereuse. Après avoir quitté Limasawa, la flotte met le cap sur Cebu, un important port de commerce. Oumabon, le roi de Cebu, est en conflit avec Lapu-Lapu, le chef de tribu d'un îlot voisin. Magellan décide de combattre pour le compte du roi Oumabon afin de lui démontrer sa puissance.
Magellan sous-estime malheureusement la puissance du chef Lapu-Lapu et de ses hommes. Après la mort de Magellan, l'expédition se poursuit, sous le commandement du capitaine Juan Sebastián Elcano. Des 5 caracs qui composaient la flotte au départ, il n'en reste maintenant plus que 2. À l'issue d'une longue odyssée, elles atteignent enfin les Moluques. Sur place, les marins remplissent les cales des navires des trésors pour lesquels Magellan s'est battu, la muscade et le girofle. Ces précieuses épices seront vendues à prix d'or en Europe. Avec l'or et l'argent, elles sont à l'origine de la richesse et de la puissance des royaumes du Portugal et d'Espagne. Bientôt, d'autres nations européennes convoiteront elles aussi la manne financière que représentent les épices. Des 5 navires partis de Séville, seul le Victoria prend la route du retour vers l'Espagne. Il quitte les Moluques en décembre 1521 et entame la traversée de l'océan Indien contrôlée par le Portugal. Les marins craignent en permanence que leur navire ne soit découvert et arraisonné par leurs ennemis. Sur les 265 marins que Magellan a engagés, seuls 18 parviennent à rentrer en Espagne en septembre 1522. Leur expédition aura duré 3 ans. Antonio Pigafetta fait partie des rescapés. Je ne remis au monarque à Séville ni or ni argent. À la place, je lui donnai des trésors qui sans aucun doute valaient davantage. Je lui remis entre autres ce mémoire très précieux où j'avais écrit le récit détaillé de notre grand voyage. À son retour, l'équipage du Victoria est accueilli triomphalement. Néanmoins, la voie ouverte par Magellan au prix de tant d'épreuves et de vies humaines s'avérera bientôt une route commerciale peu rentable et sera délaissée, tant sa navigation est périlleuse.